La revendication autonomiste corse a trouvé une porte constitutionnelle. Un camp qui s'y opposait l'a ouverte, mais l'autonomie n'est pas l'indépendance. 50 ans après les premiers manifestes révolutionnaires du mouvement national corse, la question reste entière. Ce retournement mérite examen et nous recevons aujourd'hui le responsable de la politique internationale du parti indépendantiste Corim Front et Olivier Soli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer très simplement. Vous êtes le représentant de Corim Front et dans la région de Porto-Vecchio, sans doute la commune où se concentrent le plus les thématiques de votre parti, des prix au mètre carré devenus inaccessibles aux Corses qui y vivent, des résidences secondaires partout, un tourisme de luxe qu'on compare à Saint-Tropez. Comment on milite contre tout ça quand on vit dedans tous les jours ? Alors, la question est très difficile à cerner, étant entendu qu'il n'y a pas que Portier qui a le monopole d'une certaine situation. Mais puisqu'on va se pencher sur cette commune, on regardera effectivement la réalité de l'économie qui est substantiellement basée sur le poids de la résidence secondaire. Ça, c'est évident. C'est ce qui d'ailleurs pose la question du choix sociétal. Notamment pour le mouvement autonomiste et pour le mouvement nationaliste. Lorsque vous avez, par exemple, des élections municipales où vous vous trouvez avec une tendance du mouvement national opposée à une autre tendance du mouvement autonomiste, effectivement, cela relève du choix sociétal. Pourquoi donc, et on va arriver concrètement sur le sujet, des nationalistes et des indépendantistes se sont effectivement mis ensemble face à la municipalité sortante, c'est qu'ils ont estimé que la politique actuelle de cette municipalité n'allait pas dans le sens des intérêts collectifs du peuple corse tel que nous les avons toujours défendus. En l'occurrence, là je vais bien le souligner, sur d'un côté le poids des résidences secondaires, la question des logements sociaux, mais là il faut la poser aussi sous un angle un peu particulier, et aussi les terrains à vocation agricole, les espaces stratégiques à vocation agricole et pastorale, leur réalité dans une politique municipale qui doit être liée aussi avec la vision du PATUC et de la vision territoriale. Pour Corim Front, nous avons soulevé justement à l'orée de ces élections municipales la question des logements sociaux. Nous avons soulevé la question des hameaux, puisque à travers ces deux cas, nous avions une vision du développement qui favorisait certaines catégories, notamment, je dirais, des gens aisés venant de l'extérieur, au détriment des gens qui représentent des familles depuis des dizaines d'années, ici présentes, en Corse, ni plus ni moins. On dira les Corses d'origine, si tant est qu'on doit le souligner. Et cela se concrétise par la non-possibilité de pouvoir, pour certains de leurs enfants, construire, quand d'autres peuvent édifier, je dirais, des villas de luxe ou des hameaux abandonnés qui, aujourd'hui, trouvent une force dans la création d'associations pour soulever les différents problèmes qui s'opposent justement à ces hameaux. Donc, nous avons d'un côté un port de plaisance, des résidences secondaires, des immeubles bétonnés avec des prix inaccessibles pour beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, et de l'autre, des gens, beaucoup de Il me Corses. semble que le mètre carré moyen, il est entre 5500 et 6500. C'est exact. Donc à partir de là, vous aurez compris que compte tenu du taux de pauvreté qu'il y a aussi à Porto Vecchio, il faut bien le souligner, quels sont aujourd'hui les jeunes ou moins jeunes Corses qui peuvent accéder au logement, au foncier, au travail décent, et ni plus ni moins à un moment donné qui peuvent mériter une place que nous avions jusqu'à maintenant aujourd'hui. C'est le gros problème que l'on pose actuellement. Alors, c'est vrai que l'on a une politique municipale qui tend à taxer les résidences secondaires, mais elles ne sont pas de nature à renverser la donne en l'état actuel des choses. Et le dessin du port de Plaisance le montre effectivement. Justement, il y a une lecture qui dit qu'à un certain stade, la dépossession est irréversible, que la bataille foncière est déjà perdue et qu'il faudrait passer à des moyens d'action que le nationalisme institutionnel a abandonnés. Vous êtes où, vous, sur cette ligne ? Alors, je crois qu'il faut prendre un paramètre dans l'histoire je dirais, du nationalisme et de son champ d'action. Je vais prendre une date bien précise, 2015, à partir du moment où effectivement une majorité s'installe sur un outil territorial, institutionnel, qui, ne l'oublions pas quand même, est octroyé dans le cadre du système français. Ça mérite une belle réflexion. Ça mérite effectivement une belle réflexion parce que j'avais lu il y a quelques années
pour celles et ceux qui étaient représentés, et notamment pour le courant de libération nationale, on dirait à l'époque, qui était représenté, cette vision de dire, mais nous n'avons pas les outils pour endiguer ces problèmes. La question étant à ce moment-là, quelle est la stratégie pour le mouvement de libération nationale qui, normalement, hérite d'une vision de la résistance? Et là, ça pose effectivement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, la réalité de l'occupation du champ institutionnel, de ses limites et de comment le mouvement doit se redéployer sur les champs de masse, en l'occurrence. Vous voyez des jeunes du coin partir parce qu'ils ne peuvent plus se loger, j'imagine que oui. Et oui, hélas, je les vois dans mon propre famille. C'est malheureux, c'est très malheureux, d'autant plus que de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle ni plus ni moins la colonisation française de peuplement, qui pèse énormément. Je reviens encore sur Porto Vecchio, puisque c'est la commune de laquelle je suis originaire et où j'y vis. Ça pose un problème sur le regard politique que l'on a suite aux toutes les années de lutte que l'on a menées. Et on pensait qu'à un moment donné, on aurait pu endiguer ce problème-là, on pouvait l'endiguer, mais on n'en avons pas les moyens, effectivement, parce qu'on ne se donne pas les moyens. Le vrai débat, c'est celui-là. Ce n'est pas au fait qu'on dit on n'en a pas les moyens. C'est vrai qu'actuellement, d'un point de vue institutionnel, on n'en a pas les moyens. Mais je vais revenir tout à l'heure sur la logique des contre-pouvoirs qui, à un moment donné, auraient dû se redéployer aujourd'hui. Ça, c'est une question de fond qui aurait pu permettre, à un moment donné, face aux limites de l'institutionnel, peut-être de créer d'autres rapports de force, d'autres, je dirais, présentiels effectifs, pour contrer et créer, ni plus ni moins, une alternative à ce qu'on appelle, ni plus ni moins, à un moment donné, la politique coloniale française en Corse. Cette question de ce que le mouvement devient quand le contexte change, donc celui de Portier, est-ce qu'il a changé d'ailleurs en 20 ans? Je pense que le mouvement a changé à différentes, je dirais, différentes étapes. À l'échelle locale, je disais. Oui, à l'échelle locale, il change. Il change, mais il est toujours aussi profond, le sentiment. C'est ça qui est pertinent, qui est intéressant, avec toujours ce lien à la terre. C'est un lien, je dirais, à la fois historique, familial, social, un peu spirituel, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de le dire. Cette vision de la terre symbolique nourricière, mais pas de celle sur laquelle on dépossède ou on spécule après. Ouais, c'est différent. C'est ce lien qui fait que aujourd'hui, beaucoup d'anciens qui hier étaient contre nous disent, en l'occurrence, Olivier, posto qui Yunyanindeme a dit, mais osimu più indeno. On enregistre quelques jours après l'ouverture de l'examen parlementaire en commission des lois. Éric Coquerel, qui suit le dossier pour la France Insoumise, est venu en Corse fin mai. Il parle d'un possible compromis historique et demande l'insertion dans le texte d'une clause de non-régression sociale et écologique. Sur cette clause, d'abord, vous en pensez quoi? C'est une exigence qui rejoint la vôtre ou c'est l'aveu que sans ce verrou, l'autonomie peut servir de cadre à une régression? Non, je pense qu'il ne faut pas envisager... Alors, c'est un débat sociétal, c'est toujours pareil. Voilà, tout dépend de l'orientation sociétale que vous voulez donner à l'autonomie. Si effectivement, selon la vision de la lutte de libération nationale, l'autonomie est une étape, elle est quand même nourrie et elle doit être nourrie d'avancées sociales conséquentes. Lorsque nous, en 1982-1983, nous avons redéployé l'ensemble des contre-pouvoirs, nous avons développé, ni plus ni moins, je dirais, le cheminement d'une vision sociétale qui s'ouvrait à la fois sur la terre, sa protection, son développement, son aspect nourricier, le fait que, et ça c'est important pour un pays colonisé comme la Corse, de rappeler quand même qu'il n'y a qu'une seule communauté de droit sur cette terre, qui est le peuple corse. C'est important de le signifier par rapport à la lutte anticoloniale que l'on s'était donnée à cette époque-là. Donc l'autonomie rentre dans une vision sociétale effectivement où la justice sociale doit imprégner ni plus ni moins le processus de dévolution des compétences. Justement, il peut y avoir plusieurs types d'autonomie. C'est pour ça que, justement, à mon avis, il est important pour quelqu'un comme Éric Coquerel, qui est à la France Insoumise, qui est un parti de gauche, qu'il y ait une clause de non-régression sociale, parce qu'il pourrait y avoir différentes visions du nationalisme qui pourraient peut-être ne pas avoir l'intérêt idéologique que cette clause y figure. C'est ce que j'expliquais au tout début avec la vision municipale que pouvait développer, par exemple, une tendance contre une autre.
Alors, effectivement, et vous aurez compris que mes orientations socialistes que j'ai toujours défendues depuis mon âge de 14 ans avec mes idées indépendantistes m'ont toujours amené sur le terrain de la justice sociale, du bien commun, du bien public. Et je pense que dans cette optique-là, nous pouvons encore préserver la Corse d'un certain nombre, je dirais, d'effets ou même de moteurs spéculatifs qui touchent certes le foncier, mais pas seulement. Vous avez les secteurs économiques qui aujourd'hui vivent au monopole et ça, c'est très dangereux pour la Corse. Qu'est-ce qui manque dans ce texte aujourd'hui, au-delà de la clause de non-régression ? Je pense que le véritable débat dans ce texte, en fait, il manquerait peut-être 3 éléments. Oui. 3 éléments, et un pouvait déjà prendre appui sur le texte que nous avons voté à l'Assemblée de Corse. C'est qu'une évolution statutaire n'est jamais définitive, elle est évolutive, effectivement par la conception de l'évolution. Donc elle est amenée à être revue, à peut-être corrigée, modifiée par un regard du peuple. Alors qu'est-ce qui manque dans l'évolution statutaire? C'est que l'autonomie consacre une étape dans un processus de réparation historique. Parce qu'il ne faut pas nier que le rapport entre la Corse et la France est un rapport de nature historique. C'est très important de le signifier. Et que ce rapport de nature historique part d'un fait précis de la conquête d'un État indépendant à l'époque en Méditerranée. Et que la notion de peuple corse est très importante. Au moment où on parle de constitution, je pense que la notion de peuple corse est incontournable d'un processus de réparation politique, historique, et il s'opposera inévitablement à l'État français de le reconnaître. Justement, Coquerel parle de compromis historique. L'expression dit bien qu'il considère ça comme un aboutissement pour Corinne Front, et l'autonomie est censée être une étape vers l'indépendance, comme vous le disiez, pas une fin. Comment vous tenez cette divergence avec un allié qui voit le même texte comme une destination ? Je pense qu'il va avoir une vision d'étape. C'est un pragmatique révolutionnaire, je n'ai pas peur des mots. Je pense honnêtement que, ayant débuté dans le mouvement de libération nationale avec ma vision de la Corse indépendante, je rappellerai ce que le petit livre vert décriait. On va y venir. Avec Pascal Paoli, notre pays a été indépendant. C'est très important de le rappeler historiquement pour comprendre qu'à un moment donné, des forces populaires se mettent en mouvement pour opposer une résistance face à un État qui historiquement a détruit un gouvernement indépendant, un pays qui était libre. Donc le compromis historique, il n'est pas encore entier. Il est bien d'utiliser les mots, mais il faut en donner un véritable contenu. Il est bien qu'un homme politique français s'y empare, mais ce qu'il faut, c'est qu'au niveau de l'État français, au plus haut de l'État français, on s'empare ni plus ni moins de la notion des réparations historiques, de la reconnaissance du peuple corse et de son droit à l'autodétermination. Cette bataille parlementaire actuelle ne fait sens que rapporter à l'origine du processus. Le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie est passé en Conseil des ministres en juillet 2025. Sans la mort d'Ivan Colonne et les émeutes de 2022, ce texte n'existerait pas, d'aucuns le disent. Ce n'est pas une négociation gagnée à la table, c'est une panique d'État gérée. Est-ce que cette origine change ce qui a été accordé ? Alors d'abord, il n'y a pas de négociation à parité, on dira comme ça, entre les forces du mouvement national et le gouvernement, ou du moins l'État français. Ça, c'est une première chose. Effectivement, il y a eu un contexte qui a été créé à partir de l'assassinat politique de Yvan Colonne, et je pense qu'il ne faut pas oublier ce contexte tel qu'il est actuellement et tel qu'il peut peser encore dans les mois ou années à venir. Il ne faut jamais, à un moment donné, oublier comment cela s'est passé et comment cela peut se reproduire. Ce qui manquait à l'époque, et ça, par contre, il faudra peut-être mieux l'analyser, c'est un mouvement national fort qui aurait pu, à un moment donné, peut-être transcender une certaine vision institutionnelle pour aller au-delà de ce que le contexte pouvait amener. C'était ni plus ni moins arracher, peut-être à un moment donné, une nouvelle force de négociation politique sur au moins une volonté de réparation historique. L'autonomie, je dis franchement, c'est une étape, c'est très bien, à partir du moment où le contenu n'est pas vidé. C'est là que ça devient beaucoup plus important. Et il y a une leçon de l'histoire qui rappelle de manière pertinente, et surtout pour la Corse, qui a connu 80, 90, un peu 2000, le colonialisme français n'a pas vocation à s'automutiler. Ça veut dire que le mouvement national, et notamment les forces indépendantistes, ont toujours intérêt à garder comme vision stratégique le rapport de force populaire, parce qu'on est loin encore, je dirais, de la coupe aux lèvres à avoir gagné cette liberté.
Des peuples ont obtenu des statuts après un soulèvement et ont perdu ensuite leur capacité à se radicaliser parce que le cadre institutionnel absorbe l'énergie militante. L'autonomie corse fait ce travail d'absorption sur Corinne Front? Alors, c'est un peu l'analyse que j'expliquais auparavant. Le fait qu'à un moment donné, une initiative qui a été prise par une direction à un moment précis a institutionnalisé ni plus ni moins l'ensemble des courants de la lutte, qu'elle soit issue de la lutte de libération nationale ou du mouvement national autodétermination île ou du mouvement autonomiste. Pas entièrement. Et là, la question de fond. C'est une question de fond, d'ailleurs très pertinente et très intéressante, et je m'adresse aussi aux organisations de jeunes que j'ai pu écouter avec attention il y a quelques jours à l'Assemblée de Corse, c'est que dans leurs revendications, je pense que je serais sur leur même base, leur même volonté, leur même état d'esprit de faire évoluer beaucoup plus les choses qu'elles n'ont évolué effectivement. Donc le piège de l'institutionnalisation est évident. Ça vous permet ni plus ni moins pour un État de contenir ce qui peut aller ailleurs. Et moi, quand je parle d'ailleurs, je parle du champ social, c'est-à-dire du mouvement des masses sous lesquels on doit impérativement se redéployer. Corinne Front a une stratégie qui va dans ce sens. D'ailleurs, je pense qu'on le démontre assez. Peut-être qu'elle n'est pas encore aussi performante qu'elle devrait l'être, mais elle amène quand même des résultats. Ceci précisé, je pense que c'est à l'ensemble du mouvement national qu'il faut poser la question, et plutôt même à ce qui s'en empare, parce que honnêtement, l'institutionnalisation, on l'a connue en 81, on sait ce que ça a donné, 90, on sait ce que ça a donné, 2000. On est toujours dans un champ institutionnel, mais on n'a plus les rapports de force qu'on avait à l'époque. Il faut faire attention à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit peser, c'est une réorganisation stratégique du mouvement national, avec effectivement une réorganisation du mouvement indépendantiste de libération nationale, et peut-être avec des jeunes qui ont compris le sens de la stratégie, et non pas de la posture. La posture n'est pas spécifique à la jeunesse, elle est spécifique à beaucoup de choses. Mais politique politicienne. Voilà, exactement. Mais je pense que lorsqu'on brandit le mot indépendance, c'est pas ni plus ni moins pour, entre guillemets, ajuster une quelconque revendication par rapport à un contexte. Non, c'est construire, ni plus ni moins, à un moment donné, une projection de souveraineté nationale avec des étapes bien précises. C'est ça une stratégie. Donc, lorsqu'on arrive à avoir cette vision stratégique, on sait où on va et ce qu'on va faire après. C'est ça que, plus ou moins, j'essaie de développer au sein de Corinne Front avec d'autres, bien sûr. Très bonne transition. Depuis 2015, depuis que les nationalistes dirigent la collectivité, les prix fonciers en Corse du Sud ont augmenté de plus de 40%. Vous dénoncez la spéculation, vous bloquez des fonds d'investissement à l'aéroport, mais la majorité que vous soutenez à la collectivité n'a pas mis en place d'encadrement des prix. Comment garantir que l'autonomie ne produira pas une bourgeoisie nationale qui reproduit l'exploitation en changeant simplement la langue et les têtes ? Mais nous sommes encore une fois sur la vision sociétale. Je pense qu'il y a des étapes qui nécessitent des partenaires particuliers. Et je dirais des fois à ces partenaires particuliers encore un effort pour être révolutionnaire, entre guillemets. Ceci précisé, le risque d'une bourgeoisie n'est pas à attendre. Il y a déjà. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez les secteurs économiques stratégiques tels qu'ils sont perçus par certaines forces, et l'étendue de ces forces, notamment dans le foncier ou dans l'immobilier, vous êtes face à un nouveau système très dangereux qui, demain, va semer les graines d'une nouvelle révolte que la jeunesse risque de mener. 10 ans de pouvoir nationaliste à la collectivité, qu'est-ce que ça a changé à la structure économique de l'île pour vous ? Malheureusement, vu le poids du système français en Corse, et quand je dis le poids du système, ça se mesure à la combativité que l'on déploie quotidiennement par rapport à tous les problèmes que l'on se pose. Je pense que la transition entre une résistance très forte à un moment donné, une élection territoriale qui favorise une majorité nationaliste et un système qui se ferait de plus en plus prégnant, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire qu'à un moment donné, la lutte, elle doit être revue et corrigée. Je fais très simple là, mais je pense qu'il faut avoir le courage politique de le dire. Il faut effectivement entamer les dialogues nécessaires avec le gouvernement français pour évoluer institutionnellement, mais il faut peser, ne pas attendre une quelconque aube nouvelle. Il faut bel et bien peser dans le quotidien des gens pour leur assurer la défense du bien public, la défense des intérêts collectifs du peuple corse, la défense de la justice sociale, la défense de la répartition des richesses pour tous. Matériellement, quel mécanisme concret dans les textes de 2025 ou dans l'action de la collectivité protège le foncier des ménages corses modestes ? Je crois que c'est la volonté politique.
Je crois que c'est la volonté politique. Je ne dis pas que nous avons toutes les compétences, loin de là. J'ai fait un comparatif il y a quelque temps entre la Sardaigne et la Corse, lorsque les Sardes s'émerveillaient de la création de la compagnie régionale. Air Corsica. Ouais, Air Corsica, voilà. J'ai rappelé simplement qu'eux avaient l'autonomie, que nous ne l'avions pas, mais que nous, avec une volonté politique que nous avions soutenue à l'époque, nous avons pu créer, à un moment donné, quelque chose qui aujourd'hui fonctionne toujours bien, même si des évolutions sont nécessaires. Ça veut dire qu'à un moment donné, encore une fois, dans l'institutionnel du système, mais pas seulement, et là je reviens un peu pour le mouvement national, à côté, la logique des contre-pouvoirs, c'était aussi de créer des espaces de pouvoir par et pour le peuple. Ce n'était pas seulement de s'opposer, c'est ça la logique des contre-pouvoirs. Lorsque le mouvement de libération nationale a pensé les contre-pouvoirs, c'était aussi de construire un système parallèle. C'est ça qu'il ne faut pas oublier de la perte je dirais, de la vision stratégique. C'était intéressant, d'autant plus que ça avait été mis un peu à l'ordre du jour, revu et corrigé avec l'Assemblée nationale provisoire. C'était très pertinent et très intéressant. Malheureusement abandonné. Je pense qu'à un moment donné, je m'adresse à cette jeunesse, si elle peut quelque part reprendre l'initiative, ce serait que mieux. Il y a une exigence qui dit qu'un mouvement de libération sérieux refuse l'alliance avec ses propres forces libérales et redistribue, sinon il trahit. À cette aune, Corim Front est un mouvement révolutionnaire ou un mouvement d'accompagnement ? Alors, je pense que c'est un mouvement spécifique, je dirais, à la Corse. Il faut analyser plutôt le mouvement de libération nationale dans son historicité. Il y a plusieurs tendances, aussi incroyables que cela puisse paraître, tant au sein de Corim Front que dans l'espace, je dirais, du mouvement national et au sein de toutes les structures. C'est un peu le débat que j'ai toujours prononcé, que j'ai toujours souligné. Pour être indépendantiste, j'estimais que les conditions de libérer un peuple s'arrachaient ici et maintenant et non pas après. Ça veut dire par exemple qu'on ne faut pas attendre l'indépendance pour qu'on se libère. Il faut en créer les conditions. Alors, je pense qu'il y a assez de forces progressistes au sein de Corim Front pour peser effectivement sur les choix et les orientations sociétales. Ça, c'est important de le dire, c'est très important de le souligner. Je pense que nous le disons assez, peut-être pas encore de façon plus forte que d'autres l'attendraient. Je pense que ça viendra au fur et à mesure. Après, peut-être que d'autres clarifications politiques vont intervenir. Ça, c'est l'évolution du mouvement national qui le décidera en temps et en heure par rapport à des contextes bien précis. Mais en l'état actuel des choses, oui, effectivement, Corim Front se situe dans un champ progressiste. Justement, vous parliez de peuple. La question de qui compose le peuple n'est pas théorique, elle a une histoire précise. Qui est le peuple corse que vous voulez libérer ? Le travailleur marocain qui fait les vendanges depuis 20 ans, l'immigré maghrébin de deuxième génération à Ajaccio, ils en font partie. Dans une Corse autonome ou indépendante, qui vote ? Il y a une petite musique. Vous savez, à l'époque, j'étais un des rares, d'ailleurs très rare, lorsqu'on a aborder la question de la communauté de destin, non pas pour refuser le thème, bien entendu, mais j'estimais qu'un peuple colonisé n'a pas à se justifier. Et que tous les peuples de ce monde ont des destins, participent à des destins. Donc, dire que nous sommes une communauté de destin, c'est quelque part quelque chose, un peu d'épée dans l'eau. Parce que nous sommes de facto des destins. Après, c'est la force de ce destin. Et moi, je parlais plutôt de destin national, avec toutes celles et ceux, bien sûr. On va toujours dessiner les corps d'origine de père et de mère, de père ou de mère, de ceux qui se sont nés, qui sont nés ici 10, 15, 20 ans, ou moins. Parce qu'on ne peut pas définir. C'est très théorique. Oui, on peut donner des cases à des périmètres précis. On a le droit de le faire. Beaucoup de pays le font, des pays indépendants. Mais j'estime que ça relève aussi du stinto, qui est très proche chez nous, vous voyez. Et franchement, vous savez, dans ma jeunesse, j'avais ce qu'on appelle des enfants d'origine maghrébine. Aujourd'hui, ils pensent corse. Ils parlent corse. Donc, vous demandez à ces enfants aujourd'hui qui ont mon âge, qui sont 60, 61, ils participent à la vie du mouvement national. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire qu'ils ne sont pas corses. Non, ça jamais. Il y a des gens d'origine française qui, à l'époque, sont arrivés. Aujourd'hui, ils pensent corse. Mais ils sont corses. Ils sont corses. Je ne vais pas dire, non, ils ne sont pas corses. Leur origine a été telle, mais aujourd'hui, ils sont nés ici et ils participent avec nous. Moi, je pense que c'est quelque chose de beau. Alors, on ne va pas catégoriser de façon raciale ou suprême, je dirais un peu suprémaciste, c'est un peu débile, excusez-moi du terme. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'en tenir à la vision nationale
qui veut se construire. Je rappellerai pour celles et ceux qui s'en réclament que la vision nationale, ce n'est pas une alliance avec des identitaires français, c'est bel et bien, ni plus ni moins, le destin d'un peuple qui a été étouffé et qui demande ni plus ni moins à retrouver sa liberté, et avec tous celles et ceux qui veulent participer à, ni plus ni moins, retrouver cette liberté et qui se retrouvent dans ce pays. Corinne Front a une position officielle sur les droits politiques des résidents non corses installés durablement? Nous avons le statut de résident à 10 ans, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder ce schéma aujourd'hui. La problématique, c'est que le véritable débat, c'est qu'on a plus cette force populaire, sociale, sociétale qui intégrait les gens. C'est ça la réalité. La langue, par exemple, y participe énormément. C'est peut-être pas pour rien aujourd'hui que l'État français met des bâtons dans les roues à Skolagours. Je regarde qu'il y a plusieurs écoles linguistiques sur le territoire dit français, que les écoles n'ont pas de problème et qu'elles ont beaucoup plus, je dirais, d'élèves que nous, mais que nous, avec le peu d'élèves que nous avons toujours des problèmes et c'est assez amusant que ça survient au cœur d'un débat qui s'appelle le débat sur l'autonomie. Alors, c'est là qu'on voit que notre langue participe, ni plus ni moins, non pas d'une vision identitaire, mais du choix du peuple corse. C'est ça qui est important. Mais personne ligne, perso peuple, c'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça qui est véridique, c'est que la langue participe de la construction d'un peuple. C'est ça qui est très bien. D'ailleurs, je fais une petite référence à mes amis basques que j'appréciais beaucoup, qui me disaient, à leur façon, hein, ils le diraient mieux dans leur langue que moi, je pourrais le dire, c'est que qui parle basque devient basque. Ça m'avait vraiment touché, cette façon de présenter les choses. Des mouvements d'indépendance ont fondé leur définition du peuple sur le critère ethnique et ça a produit des expulsions. Risque réel ou caricature de ce que vous proposez? Alors, il y a toujours, à un moment donné, des dérives ethnistes. Mais il y a plusieurs formes de dérives, en fait. Hein. Je pense que... Alors, il y a des replis sur soi, des replis identitaires. Paradoxalement, nous ne pouvons pas dire que nous avons développé ce genre de concept, loin de là, au contraire, je l'ai rappelé auparavant par rapport à ma vision du peuple. Le risque, c'est pas tellement qu'il y ait un repli identitaire chez nous, c'est plutôt la profusion des idées mélangées avec celle du système dominant, avec ce néopopulisme qui n'en a rien à foutre de la Corse, mais qui veut se servir aujourd'hui de la Corse comme un réservoir à la fois électoral, mais surtout avec une vision stratégique pour détourner ni plus ni moins notre nationalisme, je dirais, d'opprimé, pour le dévier, ni plus ni moins, de sa volonté d'acquérir l'État souverain que la Corse a été au XVIIIe siècle. C'est ça le véritable débat. Le premier programme du FLNC, le livre vert en 1976, était marxiste-léniniste, tiers-mondiste, je dis tiers-mondiste avec des guillemets. 5 ans plus tard, le livre blanc l'efface et adopte une ligne compatible avec l'économie de marché. Le marxisme corse n'a pas tenu 5 ans et l'on sait qu'une partie des fondateurs du Front ne venait pas de la gauche. Est-ce que le nationalisme corse a réglé ce problème de définition politique ou est-ce qu'il est resté son point aveugle? Alors le petit livre vert... à libertà ou à morte, il me semble. À libertà ou à morte. Si je devais catégoriser le livre vert qui quand même participe de l'histoire et du patrimoine quand même du Front de libération nationale de la Corse, d'abord, petite qu'on appelle clarification nécessaire. Il intervient à un moment donné où le mouvement autonomiste marque ses limites. C'est important. Il préconise effectivement, par rapport au mouvement autonomiste, une autre vision du développement de la lutte. Effectivement, il se projette beaucoup plus loin que l'autonomie interne, qui veut la reconnaissance de la Corse dans le cadre de la République française. Il redonne à la Corse, ni plus ni moins par cette vision stratégique, son rôle et sa place dans la Méditerranée. C'est un débat. Alors, est-ce qu'il était tiers-mondiste? Je dirais non. Je n'ai pas vu, moi, dans le livre vert, cette vision tiers-mondiste que certains veulent dénoncer aujourd'hui. Le marxisme, oui, mais en prenant quand même une critique du marxisme, en général, pour celles et ceux qui s'intéressent au marxisme, logiquement, je dirais, la philosophie trouve son appui dans des sociétés capitalistes développées. Et je ne pense pas que la Corse répondait à cette époque, et encore maintenant d'ailleurs, à ce critère. Vous voyez, c'est d'ailleurs, pour faire un critère beaucoup plus fort et beaucoup plus grand, la révolution russe ou la révolution chinoise n'ont pas explosé dans des pays capitalistes développés. Loin de là. C'est très très difficile à conceptualiser ça, mais pourtant c'est ça. Où le marxisme est très intéressant, c'est par rapport à sa vision du travail.
par rapport à celui qui l'a créé et la plus-value qui est perdue et qui est détenue par une minorité. Concernant la Corse, je pense que son objectif, c'était surtout de montrer, et c'est un peu bizarre parce que de développer un concept populaire quand même si à l'intérieur, effectivement, il n'y avait pas que des forces de gauche. Il y avait effectivement des forces, on dira libérales, mais l'union nationale, et ce n'est pas spécifique à la Corse, d'un certain nombre de résistances, c'est de faire factuellement, ponctuellement, alliance avec des forces qui, des fois, ne sont même pas idéologiquement proches de vous. Et je pense qu'un théoricien comme Gramsci, pour le citer, l'a très bien théorisé. Le flou idéologique, c'est une faiblesse ou une condition de l'unité nationale? Alors, le fluide idéologique, ça dépend comment le traduit. Je vais revenir encore toujours sur le livre vert, mais il n'y a pas que le livre vert sur du FLN. Il y a quelque chose de beaucoup plus important à un moment donné dans l'évolution idéologique et stratégique sur le livre blanc. Le livre blanc qui va développer les contre-pouvoirs. C'est-à-dire que vous avez effectivement une direction politico-militaire, elle est évidente, elle a été reconnue, l'histoire le montre, mais surtout, il y a un développement des contre-pouvoirs qui touche au champ institutionnel, mais aussi de masse, et donc politique, économique, sociale, culturelle, etc. Ce sont justement ces contre-pouvoirs aujourd'hui qui auraient dû amener un tout autre contexte, qui ont pesé énormément dans le développement de la lutte en 81 et surtout en 90 et par la suite, qui ont été mis à mal après par la politique qui a divisé le mouvement national de libération, ni plus ni moins par l'État français, on connaît un peu l'histoire. Ceci dit, c'est très intéressant parce que le mouvement a su, de la théorie à la pratique, élargir son champ d'action. Au-delà, je dirais, de la résistance et de l'action armée, je rappellerai que le livre blanc théorise la propagande armée, la lutte armée et la prise de pouvoir des négociations avec l'État français. Donc, on a eu plutôt la propagande armée, l'action armée. On n'a pas eu la lutte armée au sens historique du terme, c'est évident. Mais on a eu par contre un tout autre phénomène. C'est l'institutionnalisation de la lutte qui n'a pas été pensée. Ça, c'est un débat. Je pense que le mouvement de libération nationale devrait s'en emparer aujourd'hui pour mieux peut-être redéployer la lutte de libération nationale aujourd'hui. Parce que les deux lois d'amnistie font complètement sortir le front de la clandestinité. Les deux lois de l'amnistie, j'en ai bénéficié la seconde, je le rappelle, sont quand même arrachées à moi pour le développement de notre lutte, qui est organisée, structurellement organisée, pensée, stratégiquement, etc. C'est très important de le signifier. Donc ce sont des avancées conséquentes. Ceci dit, effectivement, le front devient autre, se développe, etc. Ce qu'il fallait repenser. Et pourtant, il y a deux phases très importantes qu'on a tendance aujourd'hui à oublier, qui sont à souligner. C'est l'avant-projet de société 1 et l'avant-projet de société 2, qui, ni plus ni moins, préconisent encore une fois, et dans un contexte international qui est très particulier, en 90 à peu près, à l'écoulement du mur de Berlin, un socialisme corse, qui n'a rien à voir avec un dogmatisme idéologique, mais qui s'imprègne de nos propres réalités, et qui d'ailleurs reste d'actualité, puisque dans le champ progressiste, tel que, dans lequel Corinne Front se situe, je rappellerai la notion du bien public, du bien commun, des intérêts collectifs. Ça participe de cette vision sociétale que nous défendons. Et pour citer quelqu'un qui est indépendantiste, mais qui est dans un autre courant, qui est Nazione, j'ai vu que mon ancien collègue Jean-Claude Talamone a développé dans son dernier livre cette vision socialiste de la Corse. Il y a une thèse qui dit que le nationalisme, dès qu'il met l'identité au-dessus de la classe, glisse mécaniquement vers la droite, quels que soient les fondateurs et les intentions. Qu'est-ce qui structurellement empêche Corinne Front de suivre la pente? Est-ce qu'il y a des exemples historiques qui étayent ce genre d'argument? Oui et non. Le Vietnam ne l'étaye pas. L'Algérie ne l'étaye pas. Beaucoup de mouvements de libération nationale, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Écosse, le Pays Basque, la Catalogne ne l'étayent pas. Il faut se poser les bonnes questions. Notre nationalisme, c'est un nationalisme d'oppressé. On n'est pas dans une vision État-nation qui étouffe justement les peuples et les nations dignes de ce nom. Nous sommes dans des constructions qui participent à un moment donné dans l'histoire d'un règlement du marché capitaliste et qui a participé à la construction de l'Union européenne. C'est ça qu'il faut regarder. Je pense que honnêtement, le concept identitaire n'a rien à voir avec le nationalisme tel que nous le défendons d'un point de vue de réparation historique ou de lutte de libération nationale, et c'est important de le souligner.
Le FLNC s'est proclamé marxiste-léniniste en 1976, puis a basculé en 1981 avec le livre blanc compatible avec l'économie de marché. Le nationalisme corse a donc déjà démontré, une fois, que son contenu de gauche ne résistait pas à sa composition sociale réelle. La question directe, qu'est-ce qui a changé concrètement dans la composition de Corim Front et par rapport au FLNC d'origine ? Je pense qu'il y a des évolutions qui tiennent compte aussi d'un certain nombre de paramètres à la fois propres à la société corse et aussi à l'international. Vous êtes dans un contexte méditerranéen, vous êtes dans un contexte européen, vous êtes dans un contexte économique de mondialisation à laquelle vous ne pouvez échapper. Et d'ailleurs, on en paye aujourd'hui parce qu'on n'en mesure pas encore toutes les conséquences, une réalité sur le terrain en Corse. Et ça participe ni plus ni moins à un moment donné ce que j'appelle d'une mise à jour idéologique de la vision de la Corse, la vision sociétale que nous voulons actuellement. Tout à l'heure, je soulignais l'importance des secteurs économiques stratégiques qui sont regardés avec un intérêt très particulier par certains groupes bien organisés. Donc, que ce soit sous la Corse française ou la Corse autonome, le risque d'une monopolisation de l'économie par certains groupes bien organisés est évidente. Elle se fait déjà maintenant. Et j'irai même plus loin. L'indépendance elle-même n'ôte pas l'hypothèque du colonialisme. L'exemple des pays africains. C'est pour ça que la notion d'autodétermination a son importance, très importante. Et c'est pour ça que je m'appuie encore essentiellement sur la stratégie des contre-pouvoirs telle que le FLNC l'avait édictée à partir de 1981, qui était à même de créer des conditions autres que celles que nous impose le système pour peut-être progressivement construire ni plus ni moins une autre vision où au moins les intérêts collectifs du peuple corse ou le bien public corse seraient considérés par rapport à, je dirais, à la dangerosité de la monopolisation, ou même, à un moment donné, plus ni moins, du fait que nos terres soient bradées, nos terres soient confisquées, et que d'autres secteurs économiques émergent, ni plus ni moins, sur la disparition programmée du peuple corse. C'est très dangereux. Le terrain, justement, petit moment de dialectique. On va parler de deux communiqués de Corim Front, et le premier date de juin 2025, après le blocage du Vatel Capital à l'aéroport d'Ajaccio, dénonce un fonds d'investissement, des prête-noms, la spéculation foncière. Le second, août 2025, sur la rixe de Ghisonaccia, qualifie un groupe issu de la communauté marocaine et conclut par l'injonction de respecter la Corse ou de la quitter. Comment expliquez-vous que le même mouvement désigne le capital dans un cas et le voisin marocain d'Altro, je cite, dans l'autre ? Alors, je pense que je mettrai quand même une importance plus singulière sur Vatel, je me le permets, que sur le petit contexte de Ghisonaccia, qui a été en grande partie grâce en partie à notre intervention. Je pense qu'il ne faut pas, je dirais entre guillemets, trop appuyer sur ce genre de problèmes. Pourquoi ? Parce que ce sont des problèmes du quotidien. On peut les gérer, entre guillemets, d'une toute façon. On n'a pas besoin des fois de communiquer. Je dis franchement, de communiquer. Le relationnel humain suffit amplement. Et je n'ai pas peur de le dire, puisque je le pratique. Ça peut faire patcher, c'est bien de le dire. Ça permet à un moment donné de mettre les gens à parité et se de rappeler à tous celles et ceux qui, entre guillemets, ne seraient pas corses, je mets ça au conditionnel, de dire à un moment donné, s'il y a une communauté qui a des règles, des habitudes, des respects, etc., et que c'est valable aussi pour eux, on peut se respecter, on ne peut pas être d'accord sur tout. Plutôt qu'à un moment donné, se retrouver dans des risques, des conflits, que d'autres peuvent instrumentaliser, et pour d'autres logiques. C'est ça qui est très dangereux. Et je pense que l'auteur ou les auteurs d'un communiqué régional avaient surtout peur que d'autres instrumentalisent à un moment donné, ni plus ni moins, ce genre de problème, et il faut le comprendre, parce qu'effectivement, nous sommes, tout à l'heure, je l'ai bien précisé, quand même sous une logique qui vise à ni plus ni moins, amener, en le vidant de ces substances, fondamentales, notre nationalisme sur une dérive identitaire. Et ça, c'est très dangereux et tenu par des pro-français. Donc le second, moi je pense que Vatel est plus important. Ça dénote évidemment d'un projet beaucoup plus sociétal. Ça participe ni plus ni moins à mettre la Corse, encore une fois, sur un autre système beaucoup plus dominant que l'on connaît actuellement, qui est le poids de la finance, le poids de l'économie dirigée malgré le système dit libéral, le poids de l'économie, entre guillemets, mise en otage, ni plus ni moins, par un certain nombre de Corses qui sont obligés à un moment donné, soit de rester sous une logique, soit ni plus ni moins de restituer ou de vendre. Et ça, c'est très dangereux. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir encore une fois le courage politique de dénoncer tous ces mécanismes pervers que le système dit de libéralisme nous amène en Corse.
C'est très dangereux. Je pense qu'une certaine jeunesse aujourd'hui s'y attelle, c'est très bien, mais je pense qu'il faut qu'elle approfondisse encore plus cette réflexion, pas seulement, je dirais, sur la théorie, mais aussi sur le terrain. C'est très important, notamment pour les plus défavorisés, et croyez-moi en Corse, ils sont très nombreux. Dans ce communiqué de Ghisonaccia, on peut lire des mots comme importé, urbain. C'est des termes qui reviennent dans ce communiqué sur les faits divers. Ils désignent quoi exactement? Je crois que aujourd'hui, la ville, pour dire la cité, pour dire à un moment donné, reproduit quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Mais alors, mon expérience personnelle me rappelle quand même que lorsque je vivais à Ajaccio, je me battais souvent, on était jeunes, et on avait les mêmes problèmes. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, on a par contre en face un système qui est complètement décomplexé sur sa vision théorique de la société, qui s'est décomplexé de partout, que ce soit par la communication, parler, visuel, une campagne de propagande qui ne dit pas son nom est très forte et qui pèse énormément sur les consciences et qui fait qu'aujourd'hui un petit fait divers peut être monté en épingle, ni plus ni moins, et sur lequel il nous faut rapidement intervenir. Peut-être on a tort été maladroit, c'est un débat, hein, mais je pense qu'il faut rapidement intervenir pour justement éviter l'écueil du néopopulisme qui n'a rien à voir avec ni plus ni moins le schéma même, je dirais, que l'on développe pour celles et ceux qui veulent participer au dessein national. C'est très important de le dire. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur aussi de dire que certains comportements, notamment lorsque, quelles que soient les origines, là je parle, hein, sont amenés par des formes de petites organisations, sur des trafics de drogue au départ, on en rigole, mais après ça prend une autre forme. Après ça prend d'autres formes encore plus conséquentes. Ça peut toucher aux politiques, ça peut prendre une autre image, ça peut aller de l'autre côté de la mer. Et ça touche là aussi le politique, l'administratif, etc., la justice, la police. Et un jour on découvre une mafia. Vous voyez comme c'est dangereux. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer à un moment donné, fût-il un petit système, pour pas qu'il se déploie d'une autre manière, avec une dangerosité qu'on a tendance un peu à oublier et qui participe au maintien du système, qui est la mafiosisation de la Corse. Il y a une différence entre dénoncer des intérêts économiques et désigner un groupe racialisé après une bagarre. Où est la ligne dans votre texte? Alors, encore une fois, je pense qu'il faut partir du postulat que le peuple corse n'est pas reconnu et que tous les petits agissements, à un moment donné, lorsqu'ils ont pour des corollaires, je dirais, de ce genre racialisé, non, pas racialisé, évitons ce genre Quand même, c'est un champ lexical d'extrême c'est droite. le champ lexical existe, je sais. Je l'entends souvent, on me dit il est d'origine ci, il est d'origine ça. Mais je dis souvent, je vais parler franchement, hein, parce que je ne vous cache pas que je suis sollicité pour ce genre de problème assez quotidiennement, je ne le cache pas. Mais vous n'allez pas intervenir parce que le voisin, il est d'origine chinoise, il travaille chez X, Y ou Z, il a mal parlé à votre femme, et donc c'est un étranger qui a pris la place d'un Corse. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ça n'a rien à voir. Je vous dis franchement, moi, le meilleur champ d'action, c'est d'aller discuter directement avec les gens et leur faire comprendre qu'à un moment donné, même si c'est très difficile en pédagogie, je comprends que quelqu'un qui vient d'ailleurs ne peut pas comprendre la Corse en une heure d'explication, c'est évident. Mais je crois que le mouvement national doit faire preuve de pédagogie, y compris lexicale là aussi, pour éviter les écueils là où le néopopulisme nous attend. Là, je suis entièrement d'accord. Faut faire très attention. Par contre, j'invite aussi celles et ceux qui, à un moment donné, notamment les jeunes, se saisissent de toujours ces faits divers. Certes, il faut s'en emparer, mais je donne beaucoup plus d'importance aux villas qui grandissent dans les villages et qui amènent la culture autre, linguistique, la culture de l'argent, la culture de la domination, la culture ni plus ni moins, entre guillemets, de l'isolement du Corse, qui ne pourra plus construire, jeune ou moins jeune, que, encore une fois, la bagarre que l'on peut régler si effectivement on avait cette présence associative qu'on avait développée à l'époque. Je vous rappelle que dans les contre-pouvoirs à l'époque, nous avions développé un terreau associatif. Et si le terreau associatif aujourd'hui était présent dans les ensembles des quartiers populaires, je pense qu'un certain nombre de problèmes ne se poseraient pas. On en est à l'institutionnalisation de la lutte. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que en critique politique, ce dont on vient de parler, ça a un nom, c'est le rouge-brunisme, la convergence entre une extrême gauche et une extrême droite sur le souverainisme, l'anti-occidentalisme, parfois l'identité contre la mondialisation. Et en même temps, Corinne Front est pris dans un mouvement plus large.
À LFI, on théorise depuis l'an dernier ce que l'on appelle la moïsation, l'idée que le paysage politique français doit se scinder en deux blocs, gauche radicale d'un côté, extrême droite de l'autre, et que ce camp gauche radicale doit s'unifier. Et donc les rouges-bruns, entre guillemets, ne pourront plus être rouges ou bruns, ils seront ou rouges ou bruns. Comment vous vous situez entre ces deux pressions, le risque rouge-brun à l'intérieur, l'injonction d'unification radicale à l'extérieur? Oula. Alors, c'est assez intéressant. Alors, la première, je garderai toujours pour référence le mouvement nationaliste, patriotique. Je crois qu'il a son importance. Et d'ailleurs, je ne pense pas, pour l'avoir pratiqué depuis l'âge de mon investissement, c'est-à-dire 15 ans, j'avais 15 ans que j'ai commencé à militer, avoir vu ces tendances, entre guillemets, radicales d'un point de vue idéologique, de cette façon-là, du moins. Y compris se mélanger sous cet aspect-là. Oui, il y a eu des héritages, mais qui n'ont pas su, et tant mieux d'ailleurs pour certains, trouver place sur le terrain en Corse. Je pense que nous avions ni plus ni moins, et nous sommes d'ailleurs toujours, les héritiers d'une pensée pauliste. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Cet État souverain, libre, c'était une pensée révolutionnaire au XVIIIe siècle, très révolutionnaire. Le mot justement trouve toute sa dimension. Le mot révolution, c'est de changer quelque chose par rapport à un système dominant. Et à l'époque, je vous rappelle, c'est très important, qu'on est dans une Europe monarchique et qu'on a quand même un air de démocratie sur un petit territoire qu'est la Corse, dans une aire méditerranéenne qui va irriguer aussi bien aux prochains États-Unis que les classes politiques européennes. C'est très intéressant. Moi, je me suis intéressé à ce moment-là. Donc, je pense que nous sommes les héritiers de cette tradition-là. Concernant le rouge-brun, je me permets quand même une petite clarification. C'est que les rouges-bruns, je trouve qu'ils se trouvent actuellement, et assez bizarrement, sur des listes que logiquement, ils ne devraient même pas adopter. C'est assez bigarré. Alors, ils ne sont pas dans le mouvement national corse, loin de là. Ils sont sur des listes plutôt identitaires, néo-populistes, je définis comme tel. Ils se prétendent patriotes. Ils sont le même courant. Ils défendent tous les deux Israël, du moins la politique de Netanyahou, plutôt ça, je mets en évidence. C'est assez étonnant, connaissant, je dirais, les différents courants de pensée, soi-disant rouge-brun, notamment par rapport à Israël d'un point de vue historique. Alors, vous voyez, je pense que nous, de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire. Je pense que d'autres, par contre, ont beaucoup de contradictions. Je vous parle de ça parce que sur les communiqués dont on vient de parler, vous comprenez bien qu'un observateur extérieur puisse y voir un glissement possible vers le rouge-brunisme. Je ne pense pas être un glissement vers je ne sais pas quelle couleur ça ferait rouge-brun, mais je reste profondément socialiste. Je prendrais quelqu'un qui est très à gauche, mais qui disait toujours cette phrase à la question êtes-vous de gauche ou de droite, elle répondait tranquillement je ne suis pas de gauche, je suis communiste. C'était c'est toujours d'ailleurs une combattante, je dirais, de sa vision sociétale. Je dirais à peu près la même chose. Je suis socialiste et indépendantiste corse, pour clarifier cette demande assez colorée bizarrement. On va rester sur la palette alors. Il y a une thèse plus dure qui dit que le rouge-brunisme n'est pas une dérive marginale, mais la conséquence logique de tout mouvement qui met l'identité au-dessus de la classe, structurelle, pas accidentelle. Vous écartez cette thèse ou vous la prenez au sérieux ? Alors, est-ce que l'identité prend le pas Je suis dans cette vision un peu, je vais être un peu même nominatif, un peu de ce que disait ou écrivait Jean Nicot, le résistant communiste qui est mort, assassiné par les fascistes italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez cette vision qui a été développée par son petit-fils aussi, lorsqu'il a motivé son engagement au sein du FLNC. C'est quoi ? C'est de dire à un moment donné qu'une lutte patriotique est indissociable de l'émancipation sociale. Donc l'identité, encore une fois, l'identité, moi, me fait peur. Le mot identité, je vous dis franchement, c'est pas l'affirmation de ce que l'on est. Je préfère, moi, au mot identité, je trouve qu'il est nauséabond. Je préfère le dire en corse que le dire en français. Vous voyez, le mot en français, identité, ne me correspond pas parce qu'il me renvoie à des schémas déjà sclérosés, faux, qui renvoient à une vision française que je ne partage pas. Parce que moi, en France, je connais la Catalogne, le Pays Basque, l'Alsace, la Bretagne, l'Occitanie, qui ne sont pas français pour moi. Je ne vois pas ce que c'est cette vision française. Si ce n'est, à un moment donné, cette vision qui a éteint tant de richesses,
tant de cultures et tant de peuples. Cette vision d'ailleurs qu'on a étendue ailleurs en Afrique et qui pèse encore dans le système dominant par rapport à certains pays qui sont même maintenant indépendants. Donc moi je préfère honnêtement le dire en langue corse, Chokenosime, et ça participe du dessin national, de faire la nation corse, de vouloir la nation corse, qui a existé, qui a été un exemple à un moment donné au XVIIIe siècle, et que l'on doit aujourd'hui retrouver. J'espère que dans ce balbutiement du XXIe siècle, malheureusement, beaucoup d'horizons sont obscurcis, on puisse trouver les conditions d'affirmer ce dessin national en toute, je dirais, légitimité et avec cette vision de l'être humain, du respect à l'autre, tout simplement, sans discrimination, sans vision sectaire, je dirais à un moment donné des réalités des uns et des autres. Non, ce n'est pas la Corse que l'on veut, qu'on a connue et qu'on construira, surtout pas. Cette tension entre l'identité et la classe, c'est aussi ce qui s'éprouve à l'international. Vos communiqués lisent la base militaire de Solenzara comme une occupation française, et vous avez porté ça en Sardaigne en décembre 2025, puis à Ponte Novo en janvier 2026 avec des organisations sardes et siciliennes. Si la France fermait Solenzara demain, est-ce que cela changerait quelque chose au rapport de force qui maintient la Corse dans la République ? Très bonne question. Voilà, très bonne question. Ça renvoyait tout à l'heure à l'argumentation que j'ai soulignée, à savoir que l'indépendance n'ôte pas forcément l'hypothèque du colonialisme. Alors, pourquoi les bases ? Parce qu'elles renvoient ni plus ni moins, d'abord sur la Corse, à une domination historique, qui est la présence militaire française en Corse. Pourquoi avec les Sardes et la Sicile ? Parce que nous avons au moins ça en commun. C'est-à-dire qu'on prendra la Sardaigne et la Sicile comme une autonomie, mais où les nations ne sont pas reconnues. Et nous avons un débat sur l'autonomie actuellement, mais où le peuple n'est pas reconnu. Paradoxalement, nous sommes des bases stratégiques d'une vision qui aujourd'hui pèse énormément dans le contexte international. Je vous rappelle deux conflits qui ont leur importance, que ce soit l'Europe avec l'Ukraine, ou que ce soit le Moyen-Orient avec la Palestine, le Liban, Israël et l'Iran, pour les nommer. Donc, si nous, aujourd'hui, nous dénonçons effectivement la présence historique de ces bases, et je vous rappellerai qu'avant nous, le FLNC l'a fait d'une façon assez forte et symbolique en 1978, et l'avait très bien expliqué, et nous nous situons ni plus ni moins dans le, je dirais, dans le tracé de ce qui avait été à l'époque expliqué par le FLNC. Nos terres ne sont pas des bases militaires d'agression, ne sont pas des bases militaires de ce néo-impérialisme, fût-il néo-occidental, parce que maintenant il faut voir l'Union européenne, avec toutes les contradictions qu'il y a entre moment avec les États-Unis, mais peu importe, ça reste. Et comme l'a si bien expliqué Paul Félix l'autre jour, je pense que lorsqu'on développe une Corse libre, on développe aussi une neutralité stratégique de la Méditerranée qui reste avant tout quand même un berceau de civilisation. Et Dieu sait si les hommes politiques de droite et de gauche en France et ailleurs en Méditerranée l'ont souligné. Par le passé, on a pu retrouver les forces de Tsahal à Solenzara. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elles sont actuellement aussi en Sardaigne. Ce que je regrette là-dedans, c'est qu'on a une tendance à oublier que la Palestine figure en Méditerranée. Et qu'avec cette campagne, encore une fois, très décomplexée à tous les niveaux que l'on connaît, que l'on subit actuellement, la Palestine est l'agresseur d'un pays qui a déjà un État souverain. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on inverse une situation, c'est très dangereux et on assoit actuellement une politique dramatique. Personnellement, je n'ai pas peur d'employer par rapport à la politique de M. Netanyahou le mot de génocide tel que ça se passe actuellement à Gaza. Je crois que lorsqu'on a connu le XXe siècle et un peuple comme, je dirais, Israël, avec l'histoire qu'elle a subie, n'a pas le droit historique de reproduire ou de laisser reproduire à cette échelle-là ce qui se passe actuellement à Gaza. Quelles articulations entre la lutte anti-base et le processus constitutionnel en cours ? Je pense que la vision sur les bases militaires a le mérite, au-delà du débat constitutionnel, de créer une autre étape, c'est de situer déjà la Corse sur deux aspects. Déjà, au Riaquist, la réacquisition des terres, c'est très important. Donc, et deuxième mot, comme ce que j'ai expliqué auparavant, à savoir la vision stratégique d'une neutralité pour des pays qui veulent rester libres et qui n'ont pas à rentrer dans des logiques de conflit qui ne les concernent pas, surtout lorsqu'elles sont étayées et appuyées par des logiques d'expansionnisme très dangereuses.
On vient d'en parler sur la Palestine, votre solidarité est claire. Un peuple, une occupation, un colonisateur identifiable. Cette solidarité est devenue un consensus large à gauche. Est-ce qu'elle n'est pas devenue justement une façon de se dire internationaliste à moindre coût? Non, non, parce que je pense qu'aujourd'hui, alors sur la Palestine en particulier, parler de la Palestine, pour certains, ça relève du courage. J'estime que ça relève d'une vision naturelle, mais effectivement, je m'en suis aperçu que pour certains, il ne faut pas en parler. Vous voyez que c'est quand même incroyable. Au moment où on se parle tous les deux, le mot Palestine fait peur et renvoie à des schémas complètement fous qui n'ont pas prise avec la réalité. Qui n'ont pas prise avec la réalité. Par contre, non, la Palestine entre dans une vision de politique internationale que nous avons développée prioritairement sur la Méditerranée. C'est très important de développer la Méditerranée et tout autant de développer les peuples et nations non reconnus au sein je dirais de l'ère méditerranéenne et aussi dans le cadre de l'Union européenne. C'est un axe stratégique que nous sommes en train de développer depuis un certain nombre d'années entre évidemment la Sardaigne, la Sicile, mais aussi la Catalogne, le Pays Basque, la Bretagne. Je pense que petit à petit, nous verrons émerger un espace qui pourra peut-être poser des questions pertinentes, y compris d'un point de vue juridique, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le cadre de l'Union européenne. Mais ce soutien à la Palestine, il vous engage en quoi concrètement? À une motion à la collectivité de Corse? Je pense que cette motion n'a pas été seulement posée par Corinne Front, elle a été posée et votée majoritairement par un certain nombre de forces politiques, avec des discussions certes qui ont eu le mérite de clarifier les positions des uns et des autres, mais c'était très intéressant, mais qui ont rappelé qu'à un moment donné, et ça moi je le souligne, un peuple n'est jamais libre s'il en regarde un autre sans sourciller. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important. Alors c'est vrai qu'avec toutes les injustices que l'on peut connaître dans le monde, on ne peut pas sauter malheureusement sur toutes les situations, c'est très compliqué. Mais encore une fois, je vous rappelle que la Palestine est en Méditerranée, comme Israël l'est. Et honnêtement, ne pas en parler relève, entre guillemets, soit d'une lâcheté politique, soit au contraire d'un choix politique qui clarifie les enjeux pour la Méditerranée à venir. La Palestine sert-elle aussi à valider l'analogie corse, la Corse comme territoire occupé? Et si oui, est-ce que l'analogie tient vraiment? Je pense qu'il appartient à un moment donné aux forces indépendantistes de libération nationale qui effectivement construisent cette voie-là, de faire reconnaître, de faire acter par les autres peuples en lutte le fait national corse. La Palestine et la Corse, c'est pas nouveau. Je rappellerai que quand même dans les années 77-78, il y a eu, c'est pas un secret, hein, c'est écrit, des petits liens entre des forces palestiniennes et des forces résistantes corses. C'est ni plus ni moins un choix naturel. Par contre, ce qui manque, au-delà de ça, c'est plutôt une stratégie d'ampleur internationale qui permette non pas des rencontres avec des forces, je dirais, de libération nationale autres, mais de faire acter par ces forces-là le principe de reconnaissance du peuple corse et de son droit à l'autodétermination. Je pense que dans un mouvement commun bien organisé avec une stratégie je dirais, très claire sur le sujet, ça peut peser autant en Méditerranée, ça peut peser autant en Union européenne, ça peut peser aussi bien à l'ONU. Après, il y a des choix politiques aussi à faire. Ça, c'est très important. Par exemple, nous n'avons pas fait, nous, le choix de l'Azerbaïdjan, justement, par rapport au fait que l'Azerbaïdjan soutenait effectivement l'État israélien par rapport à sa politique sur la Palestine. D'autre part, nous ne sommes pas rentrés dans cette logique-là. Dans votre communiqué de mai 2026, vous défendez la représentation hébraïque de Bastia contre un prosélytisme précis. Vous vous réclamez de l'île des Justes, vous savez donc distinguer et nommer sans amalgame. Cette finesse, pourquoi elle s'applique là et pas quand il s'agit de qualifier une rixe à Ghisonaccia ou de nommer la Russie? Oh, je te dirais pas bien joué. Mais ceci dit, c'est bien souligné quand même. Non, l'île des Justes consacre tout le monde. En fait, parce que l'île des Justes a été souvent employée par un courant bien précis qui touche Israël. Il faut en être fier. Bien qu'il faut quand même rechercher dans l'histoire de l'occupation de la Corse par les forces nazies et fascistes pour peut-être déceler quelques petites failles. Je n'oublie pas quand même que beaucoup de maires ont été jugés pour collaboration. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Il faut avoir la mémoire large et non pas à un moment donné la glorifier, surtout lorsque on a perdu des fois ce côté un peu sombre de notre histoire. Il faut le rappeler aussi. Ceci dit, là je suis d'accord, l'île des Justes
consacre tout le monde, quel qu'il soit. Et je pense que c'est à notre actif de faire entrer, tout à l'heure je l'ai expliqué, dans le dessein national des uns et des autres, quelle que soit leur origine, celles et ceux, voyez, qui veulent participer à cette vision sociétale du droit des peuples à être libres, notamment au peuple corse. On va continuer de parler de votre grille d'analyse à l'international, ne serait-ce que sur l'Artsakh, un peuple chrétien autochtone écrasé militairement par l'Azerbaïdjan en septembre 2023, plus de 100 000 personnes déplacées en une semaine. Corim Front ici communique. Et sur le Soudan, déchiré entre deux forces également réactionnaires, le Congo oriental pillé, là, pas de communiqué. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple opprimé devient audible pour le nationalisme corse et qu'un autre reste invisible ? Sur l'ARSAT, quand même, je vais rectifier. Nous avons communiqué plusieurs fois. Nous avons rappelé, y compris avec insistance encore récemment, que la République d'Arsat, nous l'avons reconnue. Nous avions d'ailleurs demandé aux représentants en France de l'Arsat une rencontre, justement, pour amener le débat en Corse. D'ailleurs, le génocide, la reconnaissance du génocide arménien avait été votée. C'est important de le souligner, mais bon, ça n'a pas pu se faire pour des raisons qui tiennent à la diplomatie française avec l'Arsat et l'Arménie. Ça se comprend aussi. Mais ceci dit, oui, nous avons soutenu l'Arsat, nous soutenons toujours l'Arsat, c'est très important. Cela aussi participe de la clarification avec l'espace né avec l'Azerbaïdjan, justement, où nous pensons que la lutte de libération nationale que nous développons ne peut pas, entre guillemets, coller avec des visions qui, justement, mettent de côté certaines luttes et certains peuples. C'est un manque de moyens, un manque d'analyse ou la grille qui ne fonctionne pas quand le colonisateur n'est pas occidental ? Je parle du Soudan et du Congo. Alors, concernant l'Afrique, on touche beaucoup au Moyen-Orient quand même. Alors, c'est vrai que sur l'Afrique, on a beaucoup moins de prise. C'est paradoxal parce que la Corse est située entre un continent européen et un continent africain. Je pense que dans les années à venir, cette question va se développer autrement, pour différentes raisons. D'abord, la réalité du mouvement migratoire, elle n'échappera pas, ça c'est une évidence. Secondo, parce que malheureusement, les explosions démographiques vont amener des choix sociétaux très importants en Afrique, dans un certain nombre de pays. Je prends l'exemple du Nigeria. Et ensuite, un certain nombre de luttes aussi, qui vont peut-être amener des changements radicaux de société, notamment sur des fondements même beaucoup plus démocratiques, et peut-être qu'ils vont remettre en cause, ni plus ni moins, ce que je disais, de ces systèmes qui sont nés malgré les indépendances établies. C'est-à-dire qu'on a encore en Afrique bien des pays qui subissent le poids du colonialisme d'une autre manière. Et je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de forces africaines se libèrent de cette nouvelle forme de tutelle et vont s'émanciper pour affirmer d'autres courants avec lesquels nous serions à un moment donné amenés à prendre position. Okay. Vos communiqués d'octobre 2025, de janvier et de mai 2026 mentionnent l'Ukraine uniquement comme ère de préparation à la guerre de l'OTAN. Le mot OTAN revient à chaque fois, le mot Russie n'apparaît jamais. Pourtant, c'est un peuple envahi qui revendique son autodétermination, exactement votre grille. Le droit que vous revendiquez pour la Corse et défendez pour la Palestine, pourquoi il s'efface devant l'Ukraine ? Alors je pense que d'abord le conflit ukrainien a des racines beaucoup plus profondes qu'on le suppose. Ceci dit, nous avons quand même condamné l'agression russe en Ukraine. Ça, je le souligne, ça a son importance. Et je pense beaucoup à un moment donné au fait qu'au niveau qui est le nôtre, nous aurions appuyé sur beaucoup plus une relation diplomatique de solution politique que de reconnaître d'un côté comme de l'autre la nécessité de la force armée. On en voit aujourd'hui le prix que cela a. Par rapport à l'OTAN, c'est un débat de fond. Ce n'est pas la Russie qui est présente en Corse, c'est bien l'OTAN. La question aurait été la même si la Russie occupait la Corse. Ça aurait été même acabit. Ça veut dire si demain la Russie avait une présence militaire en Corse sans reconnaître le peuple corse, et que vous revendiquez le peuple corse, vous ne pouvez pas dire à un moment donné, oui on reconnaît la base, mais non on ne reconnaît pas le peuple corse. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux vous dire, hein. La problématique, c'est que l'OTAN est une force, une autorité civile et militaire à la fois européenne sous un regard américain qui est élargie sur, je crois, 29 pays européens et qui trouve une extension très prononcée en Méditerranée à laquelle n'échappe pas la Corse. Ce n'est pas la Russie qui est présente en Corse. C'est là que je dis que je précise la chose. Encore une fois, l'OTAN n'a pas dans sa vocation à reconnaître le peuple corse
ou le droit des peuples en Méditerranée ou en Europe à disposer d'eux-mêmes. C'est la question qui se base, qui se pose autant pour les Corses que pour les Basques, que pour Et les Ukrainiens alors? que pour les Catalans, etc. Je parle de la politique concernant les peuples non reconnus. Concernant, encore une fois, l'Ukraine, je rappelle qu'on a condamné l'intervention et je pense que compte tenu de la dimension internationale de ce conflit, pour éviter justement ce qu'on craint, c'est-à-dire l'extension des conflits, la dégénérescence ni plus ni moins des rapports de force militaires, et la Corse, la Sardaigne ou la Sicile, pour les nommer, pris en otage, il faut impérativement une solution politique à laquelle la question aussi du Donbass n'échappera pas. C'est une question de fond à laquelle, là aussi, on parle de l'Ukraine, il faut aborder. Je vous rappelle qu'avant l'invasion russe, il y avait quand même des accords politiques qui spécifiaient ni plus ni moins la réalité du Donbass et qui n'ont pas été respectés par le gouvernement qui actuellement fait la guerre avec les Russes. Donc vous voyez, c'est très complexe, c'est très compliqué. Et la question de fond qui se pose aujourd'hui à l'Union européenne, la question de fond, c'est pourquoi ce choix motivé que de participer à un élan militaire européen en réduisant, je dirais, de façon très drastique, très forte, l'ensemble des fonds pour d'autres champs économiques, notamment je pense à l'agriculture en Corse. J'ouvre cette parenthèse parce que lorsqu'on a dénoncé il y a quelques années, on a écrit un livre, justement sur la présence militaire de l'OTAN en Méditerranée, ça a fait sourire. Il y a quelque temps, parce qu'il revenait de l'Europe, j'étais à l'Assemblée de Corse, j'ai vu des agriculteurs, dont un qui m'a dit, tu sais Olivier, tu avais raison, ils préparent la guerre. Nous, on n'a plus d'argent, ils ne peuvent même plus nous dire, mais par contre, tous les efforts d'argent vont vers la préparative de la guerre. Alors j'espère que ce ne sera pas ça. J'espère qu'à un moment donné, nous serons loin de ce schéma, mais à l'évidence, depuis des années, avec les forces avec les forces sardes, les forces siciliennes, nous voyons un effort de guerre conséquent sur les îles, qui est à souligner, qui nous prend en otage, qui pose la question ni plus ni moins encore une fois du développement de la guerre en Méditerranée et à ce moment-là du rôle et de la place de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile et des peuples non reconnus. Qu'est-ce qu'on devient à ce moment-là? Quel rôle a l'autonomie à ce moment-là dans ce cadre-là? Parce qu'il faut anticiper là aussi. C'est pas pour rien que nous abordons la question de la neutralité stratégique sur la Méditerranée. C'est une question qui a déjà été réglée par la 4e internationale. Soutien au peuple ukrainien, opposition à l'OTAN, refus du campisme dans les deux sens. Pourquoi à Corim Front on n'arrive pas à tenir les deux alors que c'est exactement la position que vous tenez pour vous-même face à la France? Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de dénoncer les néo-impérialismes d'où ils viennent. Je pense que la Russie n'échappe pas à ce schéma non plus. Il faut être objectif. Si elle n'a pas, je dirais, la même ampleur telle que peut le pratiquer, par exemple, ou l'a pratiqué du moins historiquement l'impérialisme américain, nul ne peut mettre de côté ce qui se passe, je dirais, avec la Russie sous le gouvernement de Poutine. C'est une évidence. Mais encore une fois, là où j'appuie concrètement, c'est que de notre côté, au tout début, nous avions d'un côté condamné effectivement l'intervention militaire russe et dénoncé les néo-impérialismes d'où qu'ils viennent. Et la Russie n'y échappe pas. Donc, notre analyse, si effectivement elle prend appui sur la présence de l'OTAN en Corse, en Méditerranée, en Europe, elle ne met pas de côté pour autant le risque, ni plus ni moins, de ce, je dirais, alors peut-être on dira social impérialisme développé par la Russie actuellement. On arrive à la fin de cet entretien, Olivier Saul, et je vais vous poser encore 2 questions. Une Corse autonome ou indépendante, elle se défend comment? Malte est dans l'OTAN et l'Union européenne. Chypre est dans l'Union, mais pas l'OTAN. Et 37% de son territoire est occupé par la Turquie depuis 1974. L'Islande est dans l'OTAN, sans armée propre. Quel modèle pour une île de 350 000 habitants en Méditerranée? Alors, vous aurez compris quand même que je milite pour une étape d'autonomie, mais que je suis indépendantiste et que ma vision sociétale m'amène à considérer, compte tenu de notre réalité, je dirais, géographique, une vision d'une société très ouverte, apaisée. Alors, je ne peux pas prendre le modèle islandais, j'en parlerai plutôt du modèle méditerranéen tel que nous sommes.
Euh, Par contre, j'ai appuyé et j'appuie encore sur la notion de neutralité stratégique. C'est très important. Et plus que l'Union européenne à laquelle nous n'échappons pas, je pense qu'il faudra ne pas avoir peur d'aborder la question peut-être de l'ère méditerranéenne sous un aspect politique pour construire à un moment donné un autre modèle beaucoup plus élargi. Une alliance des pays méditerranéens? Une alliance des pays méditerranéens. Il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'à un moment donné, en politique, lorsque vous voyez que les limites d'un système ou d'une logique aboutissent, il faut aller au-delà. C'est ça la révolution permanente, pour reprendre un peu une phrase qui est célèbre. Pour poser ni plus ni moins le rôle et la place de la Corse, et pas seulement de l'ère méditerranéenne, dans le concert, je dirais, international. La Corse indépendante, oui, j'espère fortement, encore une fois, avec une société à imposer, où le bien commun, le bien public, les intérêts collectifs du peuple corse soient respectés. Là, j'appuie quand même encore une fois sur deux éléments, la justice sociale et la répartition des richesses. Et je regarde franchement les autres pays. Et je regarde la Sardaigne, je regarde la Sicile. Et je n'ai pas peur de regarder d'autres pays, parce qu'à un moment donné, c'est avec eux aussi qu'il faut travailler. Neutralité armée, alliance régionale, protection d'un grand voisin. Qu'est-ce qu'on a formalisé à Corim Front? Qu'est-ce qui a été théorisé? On est encore en débat permanent. Mais au moins, on a une ligne, si vous voulez, à la fois très claire sur nos choix. À savoir que tout à l'heure, je vous ai précisé, on adopte une ligne méditerranéenne. On adopte à la fois, par rapport à l'Union européenne, le concept du droit des peuples à incorporer, y compris juridiquement, dans l'Union européenne. C'est une étape importante pour faire reconnaître à ce jour tous celles et tous peuples et nations qui n'ont pas été reconnus à ce stade. Ça, c'est très important. Et en même temps, puisque d'autres développent un espace, on n'a pas une vision à géométrie variable des peuples qui luttent. On ne peut pas, d'un côté, dire celui-là est agresseur et celui-là est agressé en fonction, je dirais, de vision, entre guillemets, faussement identitaire. Je pense honnêtement que notre vision de la lutte de libération nationale est la même pour tous les peuples, d'un point de vue international, qui luttent pour leur liberté. Alors j'aspire encore une fois à la paix en Corse, j'aspire à la paix en Méditerranée, j'aspire à la paix en Europe, j'aspire à la paix en Moyen-Orient, et j'espère qu'à un moment donné, en disant ça, je fais passer ce message que lutter, c'est aussi à arracher les conditions à la fois de la paix pour les uns et pour les autres. Et que la notion de réparation historique, ce sont des gens qui défendent à la fois leur terre et la terre des autres. La terre des justes, elle n'est pas limitée à la Corse, elle est aussi en Palestine. Mais matériellement, comment ça se traduit? Des peuples ont proclamé leur indépendance sans défense et ont été réintégrés de force ou abandonnés par ceux qui les avaient soutenus. La souveraineté sans sécurité, c'est une position ou une utopie? Non, l'histoire ne s'arrête pas. L'histoire ne s'arrête pas. Il ne faut pas figer à un moment donné à un système, parce que tout système qui naît d'une domination trouve un jour ses limites. Et c'est un principe, entre guillemets, civilisationnel, un jour s'écoule. On l'a vu avec justement les forces des pays de l'Est. Inévitablement, on ne peut pas dire que l'Union européenne est dans un très bel état, loin de là. On voit le système américain aujourd'hui mis à mal par les BRICS, parce que c'est un nouvel élan qui brise ni plus ni moins je dirais, le système tel qu'il a été établi dans le cadre de la mondialisation. J'estime que le devoir des peuples nationaux connus à ce jour, à tous les niveaux, hein, au niveau même international élargi, c'est peut-être à un moment donné de créer, y compris dans les nouveaux espaces qui se sont mis en place, des conditions pour affirmer peut-être ce que j'appelle une autre étape. C'est ma vision aussi internationaliste et un peu socialiste des choses qui me fait penser ça, à partir du moment où vous êtes dans un mouvement perpétuel et non pas figé. C'est-à-dire que je ne conçois pas le socialisme comme un dogmatisme qui, une fois établi, est terminé. Non. Comme tout peuple évolue, toutes les idées évoluent, et je pense que c'est par une remise en cause, une critique permanente de ce qui se fait, que nous pourrons évoluer de façon rationnelle dans je dirais, dans le mouvement des peuples, dans le mouvement de la justice sociale. On va resserrer le cadre des alliances vraiment au niveau de la Corse. Qu'est-ce qui distingue un allié tactique d'un allié structurel? Un allié tactique, c'est par rapport au mouvement national, à savoir déjà stratégiquement, vous faites du mouvement national une priorité d'étape. C'est-à-dire que vous pouvez nourrir une ou plusieurs étapes, c'est selon. La tactique, c'est de mettre les contradictions dans les partis traditionnels du système dominant, de droite et de gauche française, on dira,
surtout pour faire évoluer ce qu'on appelle, ni moins institutionnel, les compétences qui participent à affirmer un peuple sur son territoire. Ça peut aller autant à droite et surtout à gauche, qui normalement ne doit pas mettre de côté, là je pense à un certain nombre de partis de gauche en France, le droit des peuples à disposer de meubles, qui n'est pas à géométrie variable là aussi. Donc les contradictions tactiquement, ne doivent pas exister chez nous, elles doivent exister chez eux. C'est là, tactiquement, la force du mouvement national. Si à l'inverse, ces contradictions viennent chez nous, c'est que nous avons à la fois des faiblesses structurelles, mais pas seulement, des faiblesses politiques, idéologiques et philosophiques. Et là, je pense qu'il faut savoir se remettre en question. Le processus actuel produit des militants ou des gestionnaires? Le processus actuel est une vision d'évolution institutionnelle, gestionnaire. Alors, vous gérez, entre guillemets, une évolution institutionnelle, mais c'est toujours pareil, c'est selon une vision globale de la lutte. Si nous avons une vision où deux espaces, le terrain institutionnel et le terrain de masse, sont incorporés, il est évident que tactiquement, le terrain institutionnel amène un certain nombre de considérations. Mais attention aux contradictions là aussi. Il faut que les contradictions soient dans le système et non pas chez nous. À l'inverse, le terrain de masse, qui touche autant au social, au culturel, à l'économique ou à l'international, doit être déjà sur une toute autre étape, une toute autre phase, et doit participer par la suite à traîner derrière lui l'évolution institutionnelle. Dernière question, Olivier Sauli. Il y a une idée selon laquelle la révolution marginalise toujours ceux qui l'ont portée au profit de ceux qui arrivent pour gérer le compromis. Vous voyez ça se produire en Corse maintenant, autour de vous? L'histoire a montré effectivement la considération que vous avez soulignée. Le risque existe, hein, mais je pense que ce qu'il faut regarder, c'est l'apport que chacune et chacun a amené à cette lutte. Honnêtement, je crois qu'on n'a pas besoin de héros. Vous voyez, on a déjà pas mal de martyrs. On a beaucoup de gens sacrifiés, des martyrs dans le sens historique du terme, des familles endeuillées, des milliers d'emprisonnés, des poids sur des familles qui, encore maintenant, hein, certains vont voir le leur toujours de l'autre côté de la mer, etc. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est d'être serein, tranquille avec soi-même, de dire si une évolution effective arrive, d'y avoir contribué. Je pense que l'histoire retiendra non pas un nom, si tant est que les noms soient importants. Je pense que les organisations sont plus importantes que les noms quand même. On en est à mesurer par exemple les 50 années du FLNC avec quand même une double vision, à savoir soit aujourd'hui ça va dans le bon sens et effectivement l'action du FLNC aura pesé sur cette évolution positive, soit ça ne va pas dans le bon sens. Et tout à l'heure, je vous disais que la création de nouvelles inégalités par la captation des secteurs économiques stratégiques avec une paupérisation, une misère, une pauvreté accélérée en Corse, va créer de nouvelles et graves injustices et qui peuvent amener les jeunes Corses de nouveau à se révolter avec de nouvelles armes. Et je vous dis encore une fois, la violence, elle ne sera pas de leur côté, elle sera de ce système-là. Alors, je pense que les 50 années du FLNC, si on veut les mettre à profit, mais surtout au niveau de l'État français, c'est de faire acte de réparation historique, y compris d'un point de vue sociétal, y compris aussi pour le mouvement national. Merci beaucoup, Olivier Sauli. De rien.